Il y a beaucoup d'a priori qui circulent vis-à-vis de l'investissement en bourse sur internet. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir les 9 fausses croyances principales sur l'investissement en bourse afin de se rendre compte concrètement de ce qui est vrai et de ce qui est faux. La première idée reçue qu'on a souvent en bourse, c'est de se dire que c'est compliqué, que c'est difficile, que ça va être réservé à une certaine élite qui a accès à tes données qu'on n'a pas peut-être, que ça va être accessible uniquement à des experts. En réalité, l'investissement en bourse est accessible à absolument tout le monde. À partir du moment où on fait l'effort d'un minimum se former et d'apprendre correctement les choses. Parce que l'investissement en bourse, on parle bien d'investissement et non pas de trading. En réalité, sur le long terme, c'est surtout beaucoup de logique. Moi-même, en commençant à investir il y a quelques années, j'imaginais ça de façon très complexe, avec plein de graphiques, plein de calculs à faire. Mais je vous rassure, il n'y a absolument pas besoin d'être amateur pour commencer à investir en bourse. J'en suis moi-même pas du tout un. Il suffit de connaître quelques bases et encore. De plus, on dit souvent qu'en bourse, les stratégies les plus simples sont les meilleures. La deuxième fausse croyance, c'est qu'on croit souvent qu'en bourse, il faut beaucoup d'argent pour commencer à investir. Et si j'en parle dans cette vidéo, vous vous doutez que c'est absolument pas le cas. Vous qui regardez cette vidéo actuellement, peut-être que vous pensez de la même manière que moi je pensais en commençant à investir. Je me suis très rapidement orienté vers les actions à dividendes et le stock picking parce que je trouvais ça hyper intéressant. Mais je pensais aussi au début que c'était uniquement réservé aux riches, que c'est pas moi avec mes 20 € par mois qui allait faire quelque chose. Parce que oui, quand j'ai commencé à investir, j'avais très peu de capital à mettre chaque mois. Comme je vous l'ai dit, on parlait d'une vingtaine d'euros, 25 € pour être exact, que j'investissais chaque mois à mes débuts. Au préalable, j'avais commencé un peu à me former, à savoir à peu près quel indicateur regarder, comment analyser plus ou moins globalement la santé financière d'une entreprise, etc. Et j'allais analyser des actions et je mettais mes petits 25 € tous les mois dessus. Puis même si c'est pas grand chose, j'ai commencé à toucher des dividendes, puisqu'en fait j'avais investi sur des actions qui versaient des dividendes. Alors même si on parle de sommes absolument ridicules, vous vous doutez bien, je recevais des dividendes. Et pour moi c'était quand même quelque chose d'incroyable. Et puis je me suis dit qu'en fait il suffisait que j'investisse 30 fois plus que ce que j'investissais à ce moment-là pour pouvoir être libre financièrement et toucher chaque mois des salaires en dividendes. Alors ça paraît un peu utopique parce que forcément pour vivre des dividendes, faut investir de grosses sommes. Certainement pas inatteignable. Et le fait qu'on accède aux prémices de cette liberté financière ou de cette retraite anticipée, même en investissant des petites sommes, sur le long terme, c'est quelque chose qui psychologiquement joue un rôle très important, qui motive énormément et qui aide à rester discipliné sur le long terme. Donc comme je vous le disais, petit à petit, j'investissais mes 20 € par mois. J'ai commencé à vraiment me passionner pour la bourse, pour l'analyse d'entreprise, etc. Je générais un tout petit peu de revenus via mes dividendes. Et puis quand j'ai pu commencer à investir de plus grosses sommes, c'est ce que j'ai fait. J'hésitais pas dès que j'avais un peu plus de ce côté à l'investir, qui me permettait de générer encore plus de dividendes et donc d'avoir un flux de revenus passifs régulier et de plus en plus important. Alors je vous rassure, je suis toujours pas devenu millionnaire grâce aux dividendes, parce qu'il faut bien comprendre que c'est des choses qui se mettent en place sur le très long terme. L'argent facile n'existe pas malheureusement. Il faudra toujours faire des sacrifices et dans l'investissement, surtout en bourse, on parle de sacrifices de temps et d'argent. Si vous avez beaucoup d'argent à investir, vous y passerez moins de temps, mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous y passerez beaucoup de temps. Donc tout ça c'est pour vous faire comprendre que si moi j'ai pu commencer à toucher des dividendes et que dans le futur je projette de prendre ma retraite grâce à ces dividendes, n'importe qui peut le faire et n'importe qui peut réussir dans ce chemin-là. Alors si comme moi vous commencez en investissant une vingtaine d'euros par mois, vous attendez certainement pas, comme je vous l'ai dit, à devenir riche du jour au lendemain. Mais il n'empêche que petit à petit, même avec ces 20 € là, vous mettez en place quelque chose d'hyper important pour votre futur. Mais lorsque vous pourrez vous permettre d'investir des sommes plus importantes, le temps fera ce qu'il a à faire et peu importe si votre argent est investi pendant 5 ans, 10 ans, 30, même 50 ans, au final le résultat est le même. Vous ressortez 100 fois plus riche que lorsque vous avez commencé à investir. Concrètement non, la bourse n'est certainement pas réservée qu'aux plus riches. La troisième fausse croyance que j'entends assez souvent, c'est des gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps d'investir en bourse, ils n'ont pas le temps d'aller analyser des entreprises ou même des ETF, ils n'ont pas le temps d'ouvrir leur courtier en ligne et d'aller mettre leur argent dessus, etc. Sachez que pour ma part, je ne passe pas plus de 30 minutes par mois à gérer mes investissements. Alors des fois j'y passe plus de temps, mais c'est volontaire. Si on prend vraiment le minimum des tâches à faire pour gérer ses investissements, ça peut seulement vous prendre entre 15 et 30 minutes par mois. Avec un processus simple, clair et précis, l'analyse d'une entreprise peut aller très vite. Après forcément, si on va creuser très loin, ça prend beaucoup plus de temps, mais quand on parle d'une phase de maintien où on a déjà analysé nos entreprises, c'est aussi ça l'avantage d'avoir une vision long terme et d'investir. Au contraire, si vous faisiez du trading par exemple, là vous passeriez vos journées devant des écrans, analyser des graphiques, etc. Pour dans la plupart des cas d'ailleurs, avoir des résultats moins bons puisque 80% ou plus des traders perdent de l'argent sur les marchés. La quatrième fausse croyance, c'est de se dire que vous êtes trop jeune pour commencer à investir. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais sachez que plus vous êtes jeune, plus vous commencez tôt à investir justement, mieux c'est. Non seulement parce que vous pouvez commencer à investir même avec moins d'argent, parce que oui, il vaut mieux commencer à investir jeune avec pas beaucoup d'argent plutôt que d'attendre longtemps d'avoir plus. Faut pas attendre de vous dire quand j'aurai une telle somme à investir, je commencerai. C'est mieux d'investir 10 € par mois que d'attendre 10 mois d'avoir 100 € et de les investir ensuite. Parce qu'actuellement, supposons que vous n'ayez pas de gros capital de côté pour investir tout d'un coup. Imaginons que vous ayez des objectifs de vivre complètement de vos investissements aux alentours de l'âge de 63 ans. Je prends ça vraiment à titre d'exemple. Vous pouvez souhaiter vivre de vos investissements beaucoup plus tard ou beaucoup plus tôt. Mais partons sur 63 ans. Vous souhaitez avoir accumulé à peu près 600 000 € à 63 ans avec uniquement la bourse. Avec un rendement annuel de 7%, ce qui est largement atteignable. Si vous commencez à investir par exemple à 25 ans, ce qui est jeune, mais dites-vous que vous pouvez commencer à investir encore plus tôt. Donc faut vraiment vous souvenir que plus vous commencez tôt, mieux ce sera. Donc revenons-en à notre exemple. Vous commencez à investir à 25 ans avec comme objectif de vivre totalement de la bourse à 63 ans avec 600 000 € en poche. Tout ça en ayant eu un rendement annuel de 7%. En commençant à 25 ans, il vous faudra placer seulement 280 € par mois en bourse. Ça peut paraître beaucoup pour certains et ridicule pour d'autres, mais je pense que 280 € à mettre de côté pour pouvoir à 63 ans en retirer 600 000, ça vaut largement le coup. Par contre, si vous aviez avec les mêmes objectifs et le même rendement annuel
réel. Si vous aviez commencé à 40 ans au lieu de 25 ans, il aurait là fallu investir 900 € par mois et non plus 280. Et si vous aviez attendu jusqu'à 50 ans pour commencer à investir avec les mêmes objectifs et le même rendement, il aurait fallu que vous investissiez pas loin de 2400 € par mois en bourse. Bon, évidemment, ça reste un exemple que j'ai complètement inventé, donc les chiffres sont peut-être pas exacts, j'ai pu me tromper sur 2-3 trucs, mais vous comprenez l'idée. Et vous vous rendez bien compte de l'importance de commencer à investir le plus tôt possible. Ou alors plus tard, mais en y mettant beaucoup plus d'argent pour les mêmes résultats. Plus vous attendrez et plus les efforts à fournir seront importants. Il est primordial, si vous souhaitez ne pas compter que sur l'État pour votre retraite, ou même devenir libre financièrement, d'apprendre à gérer votre épargne et votre budget en général. J'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. La 5e fausse croyance qui rejoint donc directement celle que nous venons de voir, c'est de penser qu'on est trop vieux pour investir. Alors je vais pas vous vendre du rêve, il est évident que comme je viens de vous l'expliquer, plus vous attendez et plus ce sera difficile. Mais il est évidemment toujours plus intéressant de songer à investir, que ce soit pour vous ou pour même les générations futures qui viendront après vous, d'investir votre argent en bourse plutôt que de le laisser dormir sur un livret A qui se fera grignoter par l'inflation. Cependant, effectivement, en fonction de votre âge, il faudra adapter votre stratégie. En l'occurrence, plus vous êtes âgé et plus il sera intéressant d'investir sur des entreprises qu'on appelle blue chip, c'est-à-dire des entreprises qui sont trop grosses pour couler, pour être sûr de ne pas perdre de l'argent. Là où quelqu'un de plus jeune pourra se permettre d'avoir un profil un peu plus risqué puisqu'il sait qu'il pourra rebondir, remettre de l'argent de côté, etc. Quelqu'un de plus âgé n'a pas envie de perdre tout ce qu'il a mis de côté à cause de mauvaises décisions d'investissement. Donc si vous investissez sur des entreprises de type blue chip, ce qu'on appelle aussi des large cap, en gros des entreprises à grosse capitalisation, vous êtes sûr de pouvoir faire un minimum fructifier votre capital sans risque, en ayant même parfois des bonnes probabilités de faire de très bonnes performances sur un horizon de 10 ans par exemple. Et surtout, le plus important selon moi, c'est aussi le fait de savoir qu'on laisse quelque chose qui a de la valeur après nous. On lèguera à nos enfants, petits-enfants, etc. des sommes conséquentes investies en bourse. C'est quelque chose que je trouve personnellement très important. Alors la 6e fausse croyance que j'entends un peu moins souvent, c'est vrai, mais qui reste intéressante puisque c'est quelque chose qui ressort parfois chez certaines personnes aussi, c'est au sujet de l'analyse technique. Alors j'en ai déjà un peu parlé avant dans cette vidéo, mais je vous le répète, si vous avez un objectif long terme d'investissement, concrètement, vous pouvez très bien mettre en place des stratégies où vous n'aurez aucune raison d'aller faire de l'analyse technique. Pour ma part, je le fais un peu parce que ça m'intéresse. J'aime avoir une analyse fondamentale et une analyse technique en complément, mais l'analyse fondamentale passe toujours en premier. Je pourrais très bien faire tout ça sans passer une seconde par la case analyse technique. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à vous de voir en fonction des goûts et des couleurs. Mais lorsqu'on parle d'investissement long terme, le plus important, c'est évidemment de se focus sur l'analyse fondamentale, histoire de vraiment d'aller comprendre la santé financière d'une entreprise, son taux d'endettement, où est-ce qu'elle pourra être dans 10 ans, quelles peuvent être les principales problématiques de telle ou telle entreprise. L'analyse technique, c'est ce qui se rapproche le plus d'un algorithme. C'est la façon la moins humaine possible d'analyser les choses. Et le fait qu'il y ait énormément d'investisseurs qui prennent cette analyse en compte et qui investissent en bourse via ce biais-là, fait parfois que quand même le prix des actions bouge en fonction de signaux techniques. Mais je vous rassure, si vous commencez, vous n'avez absolument pas à vous pencher vers ça. Dans 90% des cas, vous le faites parce que vous êtes un trader, et dans le reste, comme moi, c'est juste parce que ça vous passionne également d'aller vers de l'analyse technique comme de l'analyse fondamentale. Même si je me répète, l'analyse fondamentale primera toujours sur l'analyse technique. Ça vaudra toujours mieux d'aller estimer la valeur réelle d'une entreprise sur le long terme plutôt que d'estimer que son prix va chuter parce que sur le graphique on voit des figures en double bottom ou je ne sais quoi qui indiqueraient à 60% de probabilité que le prix va chuter. Tout ça c'est de la connerie. Ça peut être intéressant dans une certaine mesure ou pour confirmer des billets d'achat ou de vente, c'est surtout dans ces cas-là que moi je m'en sers, mais en tout cas c'est mon avis. Je pense qu'en aucun cas ça vous permet de prendre réellement une décision d'achat ou de vente et ça vient confirmer peut-être une analyse que vous avez déjà eue au préalable avec les fondamentaux. Alors la 7e fausse croyance, c'est de penser que vous pouvez perdre tout votre argent en bourse. Alors oui, effectivement vous pouvez perdre beaucoup d'argent en bourse, mais vous ne pouvez en réalité pas perdre 100% de votre capital, puisque une entreprise, quoi qu'il arrive, continue à avoir une valeur, et donc une capitalisation boursière, aussi mince qu'elle puisse être. Et donc évidemment très peu de chances que la valeur d'une entreprise dans laquelle vous investissiez chute à zéro, que l'entreprise ne vale vraiment plus rien, puisque quoi qu'il arrive, l'entreprise a toujours une valeur intrinsèque. Mais effectivement, là où vous pourriez perdre le plus d'argent, c'est si une entreprise dans laquelle vous aviez investi fait faillite. En tant qu'actionnaire, vous ne serez pas prioritaire sur le recouvrement des dettes. Donc évidemment, ça peut nous mettre dans une situation compliquée. Mais pensez bien que avant qu'une entreprise fasse faillite, il y a des signes avant-coureurs de ça. Une entreprise, elle passe pas d'être au plus haut à avoir une valeur nette à zéro et faire complètement faillite. Il y a 1 milliard de signes avant-coureurs qu'une entreprise s'apprête à perdre beaucoup d'argent ou à faire faillite. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment sortir du train avant que ça devienne compliqué. Là, on parle pas uniquement d'une chute des prix ou même d'un moins 50 ou 70% que l'entreprise se serait pris dans la tête, mais vraiment de signes fondamentaux que l'entreprise va mal. J'en parlerai dans de prochaines vidéos sur comment analyser ce genre de signes. Mais croyez-moi bien qu'une entreprise qui fait faillite, ça se voit venir. Et puis en fonction des types d'entreprises sur lesquelles vous investissez, c'est très rare qu'une entreprise fasse faillite. C'est pour ça que dans ma propre stratégie, moi je n'investis que sur ce qu'on appelle les large caps, donc les grosses capitalisations boursières, qui sont les entreprises comme Apple, Microsoft, Google, etc., qui sont tellement grosses qu'elles ne peuvent pas couler. On voit pas ce genre d'entreprise faire faillite du jour au lendemain, même dans une centaine d'années en réalité. En investissant sur des grosses entreprises, vous minimisez donc le risque qu'une d'entre elles fasse faillite et qu'elle finisse par valoir zéro. Même si, objectivement parlant, ce n'est pas possible qu'une entreprise en bourse vale zéro, puisque si une entreprise tombe vraiment trop bas, elle ne serait plus cotée sur les marchés boursiers. Si une entreprise ne vaut plus rien, elle ne serait juste plus sur les places boursières. Elle serait tout simplement délistée des marchés. Mais même si ça venait à arriver et que vous n'êtes pas prioritaire sur le recouvrement des dettes, vous toucherez quand même des indemnisations. Encore une fois, je vous parle de ça, mais c'est des cas qui arrivent dans 0,0001% des cas. Ça n'arrive jamais qu'une entreprise sur laquelle vous avez investi fasse faillite si vous investissez sur des large caps, sans que vous ayez pu vous en rendre compte au préalable. Une descente
descente aussi vif de la valeur d'une entreprise, c'est quelque chose qui se sent venir. Mais comme je vous l'ai dit un peu plus avant, rappelez-vous qu'une entreprise, même en faisant faillite, a toujours une valeur intrinsèque. Elle ne vaudra jamais réellement zéro, puisque la dernière valeur qu'une entreprise aura, ce sera ce qu'elle possède. C'est ce qu'on appelle les actifs. Elle aura toujours ses bâtiments, ses meubles, ses outils, ses machines de fonctionnement en fonction du secteur et de l'entreprise que c'était, les terrains, les marques, les logiciels, les entrepôts, etc., etc. Alors même si ce scénario est théoriquement impossible, c'est quand même à vous d'aller analyser des entreprises dans lesquelles votre capital serait le plus en sécurité. Et si vous êtes quand même craintif que la valeur d'une de vos actions chute trop drastiquement sans que vous ayez l'occasion de vous en rendre compte, aujourd'hui la plupart des courtiers vous permettent de mettre en place ce qu'on appelle des stop loss. C'est-à-dire que vous mettez en place sur votre courtier une ligne automatique de vente si votre action touche un certain prix. Je vous recommande pas de faire ça, puisqu'en débutant vous allez soit le mettre trop haut, soit trop bas, et de toute façon ça servira à rien. Il faut vraiment bien réfléchir avant de faire ça, surtout qu'avec un investissement long terme, on part du principe que même si une action se prend un jour moins 50%, on a analysé au préalable ses fondamentaux et qu'elle a aucune raison de couler ou de ne pas bien marcher. Non, si vraiment ça vous rassure, vous pouvez placer ce stop loss qui vous dira par exemple, vous avez acheté l'action Coca-Cola à 70 €, si elle tombe à 40 €, je veux que mon action soit vendue. Et ça se fera automatiquement. Mais retenez bien que le stop loss c'est surtout utilisé par les traders en général. Très peu d'investisseurs le font, mais c'est quand même quelque chose de faisable. La 8e fausse croyance complète aussi celle que nous venons de voir, puisque c'est tout simplement le fait de penser que la bourse c'est trop risqué. Et vous n'auriez pas complètement tort en pensant ça. La bourse c'est risqué. Mais je vais vous poser une question. Pensez-vous qu'investir dans votre banque est quelque chose de moins risqué? Autrement dit, est-ce que vous considérez le fait de perdre de l'argent chaque année comme une stratégie sans risque? Parce que c'est concrètement ce que vous faites lorsque vous laissez votre argent dans votre banque. Que ce soit sur un livret A, un livret jeune, un livret plus, peu importe l'enveloppe fiscale dans laquelle vous avez mis votre argent en banque, en la laissant dans celle-ci, vous investissez dans votre banque. C'est-à-dire que vous dites à votre banque que vous avez plus confiance en elle que votre propre capacité d'analyse à aller investir sur le marché immobilier, boursier, etc. Puisque l'inflation étant plus importante que les taux rémunérateurs actuels du livret A, vous perdez de l'argent. Votre argent épargné en banque se fait littéralement grignoter par l'inflation. Et l'inflation, ça signifie quoi? Ça signifie que concrètement votre argent se dévalue. Alors peu importe qu'il soit sous un livret A ou caché sous votre matelas, votre argent, s'il ne travaille pas pour vous, il se dévalue. Donc concrètement, vous en perdez. Sur le long terme, les actions en bourse, on parle bien d'actions, surperforment largement l'inflation. Donc en ayant investi cet argent en bourse plutôt qu'en le cachant sous votre oreiller ou en l'investissant en banque, vous auriez, quoi qu'il arrive, gagné de l'argent. Puisque ça a été prouvé que les marchés boursiers sur le long terme ne font que monter, ne font que croître en valeur. Et c'est normal puisque l'économie mondiale se développe de plus en plus, il y a de plus en plus d'entreprises qui génèrent de plus en plus d'argent, etc. Donc la bourse, qui finalement représente un peu tout ça, en hébergeant finalement toutes ces valeurs qui ne font que croître, on peut concrètement dire que les marchés boursiers en général ne font eux-mêmes que croître. Donc en investissant sur des entreprises avec des grosses capitalisations, le risque que vous prenez c'est surtout de gagner de l'argent. Puisqu'en plus de ça, toutes les entreprises ont pour but de performer. Alors évidemment, il y en a toujours quelques-unes qui n'y arrivent pas, mais l'objectif des entreprises est toujours de performer toujours plus. Donc de faire croître votre argent avec elles si vous avez investi dedans. Donc c'est normal d'avoir l'impression que c'est compliqué, d'avoir peur de faire des erreurs, etc. Vous en ferez d'ailleurs des erreurs, mais l'important c'est de faire en sorte que ces erreurs, elles ne se répercutent pas de façon trop importante sur votre capital. J'ai moi-même eu du mal à passer à l'action au début, à sortir de ma zone de confort et aller investir de l'argent en bourse plutôt que sur mon livret A. Mais c'est parfois nécessaire d'aller apprendre de nouvelles choses, de se stimuler intellectuellement pour en plus dans le cas de l'investissement en bourse en ressortir plus riche que lorsqu'on a commencé. Et surtout que la bourse c'est un sujet très vaste qui couvre un tas de possibilités d'investissement où chacun peut trouver chaussure à son pied. Donc n'ayez pas peur de commencer à apprendre, à vous former, n'ayez pas peur de faire des erreurs. La meilleure façon d'apprendre c'est toujours de s'entretenir avec des gens qui sont déjà dedans. Donc que ce soit des gens à votre niveau, dans votre entourage, un mentor, quoi que ce soit, la meilleure façon de progresser c'est toujours de poser des questions là où vous avez des blocages. Vous pouvez par exemple déjà rejoindre des groupes sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux pour parler d'investissement avec les gens de façon totalement gratuite. Donc faut faire attention avec ce genre de technique parce que tous les conseils ne se valent pas vraiment. Et si vous voulez vraiment passer à l'étape supérieure en ayant un mentor qui vous évitera les erreurs que lui aurait pu commettre, à ce moment-là, il faudra effectivement investir dans une formation, investir dans vous-même, ou bien dans des livres, etc. Mais le souci des livres, c'est que c'est toujours beaucoup de théorie et peu de pratique. Mais quoi qu'il arrive, je vous recommande pas de passer par des comptes de démonstration que permettent parfois d'ouvrir certains courtiers, qui en gros d'ouvrir un compte où on va investir avec de l'argent virtuel via ce courtier, mais qui fait que psychologiquement vous n'êtes pas du tout impacté. Donc le mieux c'est de commencer directement en réel avec des petites sommes évidemment, afin que si vous fassiez des erreurs, ça ne vous coûte pas trop cher. N'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre, surtout au début. Ensuite, la 9e et dernière fausse croyance va concerner directement les actions à dividendes. C'est de penser que la croissance d'une entreprise n'est pas impactée par son dividende. Alors je sais que quand on commence à s'intéresser à l'investissement en bourse, on va s'intéresser surtout aux plus-values, l'argent qu'on va pouvoir retirer de notre investissement. C'est d'ailleurs ce dont on va le plus souvent parler lorsqu'on va parler d'investissement. Mais c'est pas parce que c'est la première chose qu'on voit que c'est sur ça qu'on doit rester concentré. Au-delà de la motivation et de la tranquillité d'esprit qu'apporte une stratégie d'investissement en actions à dividendes, les entreprises qui versent des dividendes sont souvent réputées comme étant plus stables, avec une meilleure santé financière. En gros, elles sont plus robustes et souvent performent même mieux que des entreprises qui ne verseraient pas de dividendes. En plus de ça, elles vous fournissent donc un flux de revenus régulier. Et si vous réinvestissez vos dividendes en plus pendant les premières années de détention, cela peut vous permettre de mettre en place les intérêts composés et de racheter de nouvelles actions avec les dividendes que vous auront versés, les actions que vous avez déjà, ce qui accélérera considérablement la croissance de votre capital et les revenus passifs que vous toucherez sur le long terme. Il n'y a quasiment aucun autre type d'investissement qui permet de joindre le meilleur des deux mondes comme ça, en ayant à la fois une croissance du capital et des revenus passifs qui tombent tous les mois. Surtout lorsqu'on prend en compte le taux de passivité pour toucher ces revenus. Vous n'avez littéralement rien à faire que d'investir dans des actions. Vous n'avez pas du tout à vous prendre la tête et à faire quoi que ce soit. Dans le contraire, si vous étiez sur une stratégie uniquement de croissance de capital pour votre retraite et que vous souhaiteriez retirer tout
l'argent que vous avez investi en bourse petit à petit à l'âge de 60 ans. Il faudrait, lorsque vous avez 60 ans, commencer à vous renseigner sur comment retirer mon argent, puisque vous n'allez pas tout vendre d'un coup, vous en sortirez perdant. Il faudra soit sortir par mois ou par an un certain pourcentage de votre capital en prenant en compte que le marché n'est pas en baisse, parce que sinon vous perdez de l'argent. Il faudra attendre le bon moment et avoir une stratégie. Moi je pense que c'est pas à cet âge-là qu'on va se pencher sur une stratégie de comment retirer ses gains en bourse, de comment s'orienter pour avoir la meilleure fiscalité, la meilleure enveloppe fiscale, d'aller toujours gratter, chercher la petite bête. Prenez un truc qui marche dans n'importe quel pays, qui marche partout, qui est stimulant intellectuellement, qui vous motive, qui psychologiquement fait que vous maintenez cette discipline sur le long terme, plutôt que d'investir une somme d'un coup et de puis y toucher pendant 30 ans. Les actions à dividendes avec des stratégies d'investissement régulières vous permettent de rester motivé, de voir vite le fruit de vos efforts payés, même si c'est avec des sommes ridicules au départ. Et pour moi, tout ça, ça vaut bien les quelques pourcentages que pourraient gratter ceux qui vont toujours chercher la petite bête pour essayer de toujours faire mieux. Même si c'est normal d'aller dans ce sens-là, faut pas oublier qu'on reste humain et qu'il faut toujours trouver une part de plaisir et de stimulation dans ce qu'on fait. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à me dire ce que vous en avez pensé. Pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!